Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les examens de fin d'année ont démarré pour les élèves des écoles confessionnelles islamiques. Les niveaux concernés sont le CM2, la 3e et la terminale. La plateforme des structures islamiques d'éducation et les représentants de la DECOS ont sillonné aujourd'hui les centres d'examen. Et puis, hors de nos frontières, le Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, est entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle aujourd'hui à la sortie d'un conseil de ministres. Selon son gouvernement, il s'agit d'une tentative d'assassinat. Le présumé tireur, lui, a été arrêté par la police. Voilà pour le sommaire. Les enfants d'Abobo Baoulé Extension devront attendre encore longtemps avant de commencer les cours dans l'établissement scolaire public que doit construire l'État dans cette partie de la commune. La parcelle choisie par le Bureau national d'études techniques et de développement pour abriter l'école est au cœur d'un litige foncier, pendant que la mairie d'Abobo présente le terrain comme un espace réservé dans sa base de données. Une église dit aussi détenir la propriété du site et brandit même, vous le verrez, un arrêté de concession définitive. Abdoulaziz Guira et Clément Boko sont allés à la recherche de la vérité. Abobo Baoulé Extension, à l'extrême est de la commune d'Abobo. Ce terrain de près de 7000 mètres carrés doit en principe accueillir un établissement scolaire public destiné aux plus de 4000 habitants du quartier. Bien avant de réaliser les souhaits de la population, la mairie fait face à un problème crucial. Une entité morale disposant d'un ACD, arrêté de concession définitive, réclame la propriété du terrain. La parcelle concernée est l'îlot 173, qui dans les papiers de la mairie apparaît comme une zone réservée à un établissement scolaire. La mairie d'Abobo a été approchée par le ministère de l'Éducation nationale pour lui trouver un site pour la construction d'un collège à base 4. L'entreprise est venue pour démarrer les travaux et c'est à ce moment-là que l'église méthodiste unie Bethel d'Abobo nous a approchés pour nous dire que c'est leur terrain et qu'ils ont un ACD sur ce site. Nos tentatives d'entrer en contact avec l'entité sont restées vaines. Ce problème ne serait pas le premier du genre auquel la mairie fait face. Un nombre incalculable de terrains destinés aux biens publics seraient occupés illégalement par la population. Mais cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez des quartiers entiers où on ne peut pas faire d'école publique. Des quartiers entiers. Alors, la municipalité ne peut pas laisser ces questions-là. Or, les sites existent. Dans un quartier ABC, le site qui était réservé pour l'école primaire de ce quartier a été construit par un privé. Une école privée là, et la population du quartier est obligée de payer. Donc, il y a autant de cas, évidemment, qu'on ne peut pas laisser. La commune d'Abobo compte plus d'1 million d'habitants et seulement 6 établissements secondaires publics couvrent ce territoire d'un peu plus de 90 km². La direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan décrit une situation alarmante, d'autant plus que la commune compte 150 établissements secondaires privés. Pourtant, une école privée coûte en moyenne 3 fois plus cher qu'un établissement public. Au niveau des infrastructures publiques, il y a une insuffisance. Tandis qu'au privé, il y a beaucoup d'établissements privés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsqu'il y a l'entrée en 6e, alors il y a beaucoup d'élèves, la plupart des élèves sont affectés au privé pour manque d'infrastructures publiques. Dans les prochains jours, les chefs coutumiers et guides religieux d'Abobo Baoulé Extension seront reçus par la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Dans le département d'Agboville, aussi étrange que cela puisse paraître, les stations-service se sont transformées en gares routières. Les populations ne pensent qu'à un seul endroit où trouver des mini-cars pour allier d'autres villes. Et ce sont ces stations-service. Les compagnies de transport, elles, ne se gênent surtout pas pour y stationner. Comment cela est possible? Nous, Sangare et Kader Bachil, nous en donnent la réponse.
Agboville, chef-lieu de département de la région de la Ngebi-Tiassa. En ce début d'après-midi, Moussa s'active à prendre les derniers voyageurs à bord de son minicar. Son activité, il l'amène dans une station-service. C'est nos grands frères qui ont créé cette ligne. Donc nous aussi, on a fait un apprentissage sur cette ligne. On a eu nos permis. Bon, ça nous a permis de travailler ici en même temps. Ici, il y a problème de place pour charger. Donc si tu as trouvé un petit coin pour faire gare, donc on prend. Si le propriétaire t'a donné, bon, tu travailles avec lui. Là, les soirs, on prend carburant en même temps avec lui. Le propriétaire de station nous laisse charger ici. Là, comme ça, le soir, on prend carburant avec lui. La ville d'Agboville est confrontée à un problème de gares routières. La plupart des gares disséminées dans la ville sont malheureusement confondues aux stations-service. On n'a pas de point fixe pour charger. Voilà. Où le syndicat négocie, on s'assoit, on fait là-bas, puis on cherche à parler. On fait avec, sinon, ça n'a pas, mais on est obligé de faire avec, parce que c'est le boulot. La station et nous, on est un. Et c'est une force. On a bien du carburant, la station là, nous c'est, quand fini le service, on avance. Placé, logiquement, on ne peut pas. Parce qu'on vit du carburant, on vit de la station, on avance ensemble. Les stations-service dans la ville d'Agboville transformées en des gares routières. Une situation que déplorent certains clients. On a dit que les gens devaient créer une gare routière uniquement que pour les transporteurs. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. On est obligé de venir ici pour pouvoir nous débrouiller pour aller. C'est pas normal parce que, bon, Agboville, comment dire, est une grande ville maintenant. Hein. Si des passagers déplorent cette situation, les acteurs du milieu du transport semblent, eux, trouver leur bonheur. D'autant plus qu'ils arrivent à mener dans la quiétude et en toute sérénité leur activité. Ce qu'ils ne doivent pas ignorer, c'est que dans une station-service, il y a de nombreux risques. Les incendies ou les explosions, les chutes et les brûlures thermiques liées à la santé humaine et à l'environnement. C'est pourquoi les autorités compétentes de cette localité doivent être très regardants sur la question et ne pas attendre que les pires ne se produisent. Érigée récemment en chef-lieu de département, la ville de Bonan, dans la région de la Maraoué, est en pleine mutation. La ville bénéficie de plusieurs infrastructures de développement. Une ville en chantier qui fait le bonheur de ses populations. C'est ce que nous montrent Théodore Zouzou et Clément Boko. Bonan, région de la Maraoué. Ici, les voies interquartiers pratiquement toutes décapées. Mais les motocyclistes y roulent à vive allure, comme si le bitumage des 5 km de route venait de s'achever. Avec les piétons, tous sont fiers d'être à Bonan. Le jour où j'ai vu les catapillars gratter la route, j'étais content parce que la route n'était pas du tout bonne. Il a dit que la route précède le développement. Quand on voit tous ces travaux-là, on n'est plus au village et on a Abidjan là. Parce que quand tout ça va finir là, Bonan va dépasser Abidjan. Donc nous sommes très heureux et nous disons merci à notre maire, merci au président aussi, Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le premier magistrat de la commune sur les chantiers. Les travaux avancent comme prévu par l'entreprise en charge de leur exécution. C'est un projet de construction et de bitumage. Donc à ce stade, nous sommes au niveau des travaux de terrassement et d'assainissement. La fin des travaux est projetée sur le mois de juillet parce que c'est un délai contractuel de 6 mois que nous avons démarré au mois de mars. Il ne peut qu'être heureux. Être heureux et dire toujours merci au président Alassane Ouattara. Parce que pour moi, l'objectif premier d'un chef, c'est l'amélioration des conditions de vie de sa population. En plus des 5 km de bitume, il y a le reprofilage lourd de l'axe Bonan-Zaguieta. Sur le plan de la santé, l'hôpital général de Bonan connaît lui aussi ce vent de changement. L'État a décidé de transformer en hôpital général. Et depuis lors, l'État a décidé de nous appuyer avec la construction d'un bloc opératoire. Et c'est ce chantier qui est là. Un centre de santé urbain est aussi en voie d'achèvement. Les nouveaux quartiers, surtout périphériques, ne bénéficient pas d'adduction en eau potable. Leur seul recours, les puits. 2 forages sont donc en voie d'achèvement. Dans notre quartier, on n'a pas de l'eau ici. Pour aller me laver, c'est trop difficile. Donc, on envoie des forages ici. Donc, il est pour dire qu'il n'a qu'à achever, on va avoir de l'eau pour se laver.
pour aller à l'école. En outre, plusieurs écoles sont en construction. Tous ces acquis mettent en confiance l'administrateur de cette localité, une zone essentiellement agricole. C'est la marque de l'État qui est en train de faire de Bonon, qui n'était pas un département, un vrai département, un véritable pôle administratif, donc un véritable pôle de développement. Les populations ont précédé l'administration, mais l'administration est en train de rattraper tout ça pour que ces populations-là soient dans un confort, dans un mieux-être maximal. En plus de la A6 qui donne fière allure à Bonon, tout bouge en vue d'offrir à la commune des infrastructures socio-éducatives de base. À Bonon, le développement est une réalité. C'est bientôt le départ pour le pèlerinage à la Mecque et les 115 candidats au Hajj de la région du Sud Comoé sont fin prêts. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation à la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam. Durant la cérémonie de remise, les formateurs et guides religieux de la région du Sud Comoé ont prodigué, vous le verrez, des conseils aux futurs pèlerins. Occasion aussi pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour que le voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite soit un succès, comme nous le montre Parga Sorokone de Madongui. C'était l'une des étapes les plus importantes avant le départ en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et ces futurs pèlerins de la région du Sud Comoé viennent de l'accomplir. Il s'agit de la formation sur l'ensemble des rites du Hajj, 5e pilier de l'islam. Les candidats pour ce voyage spirituel ayant pris part à cette formation reçoivent d'ailleurs à la grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam un diplôme de fin de formation. Cette formation a été très bénéfique pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait concernant le Hajj. Mais là, vraiment, on part très satisfait et puis avec beaucoup de connaissances. Il y a eu une première formation pour la partie théorique. Ensuite, il y a eu la partie pratique. Et vraiment, il y a eu beaucoup de sensibilisation quant au comportement. En tout cas, tout ce qu'on doit avoir comme comportement à nous et état d'esprit pour que notre Hajj soit agréé d'Allah. Cette formation, une initiative du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques de la région du Sud Comoé. À sa tête, Cheikh Moussa Dramé, imam principal de cet édifice religieux. Nous avons reçu des instructions venant du grand Cheikh Ousmane Diakité, qui est le guide suprême de la communauté musulmane, qui a instruit le commissariat du Hajj de non seulement former les pèlerins, et aussi les enseigner sur le rythme du grand pèlerinage à la Mecque. Nous avons donné des instructions fermes à nos pèlerins de prier pour non seulement le président de la République, mais de prier aussi pour la stabilité de notre pays. Conseil pour réussir et accomplir en toute quiétude les différents rites. Lecture du Noble Coran, prières et bénédictions ont aussi meublé cette cérémonie de fin de formation des futurs pèlerins du Hajj de la région du Sud Comoé. Nous vous le disions en début de journal, les élèves en classe d'examen des écoles confessionnelles islamiques ont débuté ce mercredi même les examens de fin d'année des classes de CM2, 3e et terminale. Et pour cette occasion, les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation et les responsables de la DECO, DRENA, Abidjan 4 ont également visité les centres de composition. Ils sont allés apporter leur soutien aux élèves. C'est une initiative, bien entendu, qui est soutenue par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le Salon international du livre d'Abidjan est à sa 14e édition cette année et se déroule notamment au Parc des expositions d'Abidjan. De nombreux auteurs ivoiriens, mais aussi de la sous-région ouest-africaine, y sont en attraction. Les jeunes élèves y vont chaque jour pour participer à ces rencontres de professionnels, mais aussi pour acheter des livres. Le reportage complet de notre équipe à voir dans nos prochaines éditions. Et puisque nous parlons de livres, lui fait partie des jeunes qui excellent, des jeunes auteurs ivoiriens qui excellent. Il a reçu en février dernier le prix Voix d'Afrique de RFI, un appel à manuscrits qui s'adresse à toutes celles et ceux de 18 à 30 ans qui écrivent en français sur le continent africain et souhaitent voir leur premier roman publié en France par les éditions JC Lattès. Nesséban Fallé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir Hassan. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. 16 soleils ardents, c'est votre premier livre. D'où part pour vous l'amour pour l'écriture?
L'amour pour l'écriture vient de mon désir de raconter des histoires. Donc j'ai très vite été intéressé par la fiction, que ce soit par le cinéma ou la bande dessinée. Je suis venu à raconter des histoires à travers le roman parce que j'ai aimé retranscrire mon expérience personnelle, donc l'expérience de l'université, dans un premier roman. Très bien. Cette histoire est celle de deux jeunes, notamment Hiro et Thierry. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, c'est l'histoire de Hiro et Thierry, comme vous l'avez dit. Ce sont deux jeunes étudiants de l'université de Cocody. L'un a quitté son village pour poursuivre ses études à l'université et l'un a quitté sa famille. Donc, ils se retrouvent tous les deux dans cette chambre universitaire à partager leurs espoirs, leurs rêves, avec leurs difficultés et les doutes qui vont avec le train d'un étudiant. Et voilà, c'est ce quotidien-là que je voulais raconter parce que j'ai moi aussi fait partie de l'université, donc une année, donc les lettres modernes. Et pour moi, c'était important de donner voix à ces étudiants-là. Et justement, vous mettez à nu à travers ces soleils ardents quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très réel dans la société ivoirienne. C'est que nos pères, nos parents nous prêtent souvent leurs ambitions. Et ces deux jeunes-là vont dire à un moment donné, non, il faut faire la rupture. Il faut laisser carrément la vie des parents, leur parcours, et puis suivre ses propres ambitions. Oui, quand on est jeune, on se construit généralement avec les modèles que dessinent nos parents. Et donc, raconter cette jeunesse-là, c'était aussi raconter l'influence des parents, des pères surtout, parce que mes personnages principaux, Hiro et Thierry, essaient de se construire en opposition de leur père. On dit que l'un a échoué, l'autre a trempé dans des pratiques un peu louches. Et voilà, donc, comment on se construit quand ce modèle-là n'est pas celui qu'on attend de voir d'un père. Ouais. Ce livre n'était même pas encore paru, qu'il a reçu le prix Voix d'Afrique de RFI. Pour vous, c'est un succès? Ça sonne le début d'une belle aventure d'écriture? Ou bien vous vous dites, là, je peux m'arrêter là, ça suffit, j'ai reçu un grand prix? M'arrêter à un roman, non, hors de question. Il faut dire que c'est une grande porte qui s'ouvre, une grande joie. Ce prix a une envergure internationale et il est présidé par le président du jury, Mbougar Sarr, qui est donc le prix Goncourt 2021. Ouais. Et, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, c'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, c'était important d'avoir ce genre de révélation avec un premier roman. Et bien sûr, il y en a d'autres qui suivront par la suite. Ah oui, vous êtes déjà en train de travailler? Oui. On peut en avoir quelques brèves idées? Non, c'est encore à la phase d'idées, de réflexion, mais ça arrive très bientôt. Et le prix Voix d'Afrique de RFI et les éditions J.C. Lattès, c'est pas qu'un simple effet d'annonce, il y a une formation qui suit. Alors, c'est un prix qui débouche sur une résidence d'écriture à la Cité internationale des arts à Paris, et donc où je réside en ce moment. Et cette résidence-là permet de faire le point, de promouvoir le livre, mais aussi, comme je l'ai dit, de réfléchir aux prochains textes qui pourront venir par la suite. Donc c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage et un lieu surtout de mise en valeur du livre. Et bien sûr, vous avez fait également éditer, en plus de Paris, le livre ici en Côte d'Ivoire, aux éditions La Case des Lucioles. Et d'ailleurs, on vous retrouve sur le stand de La Case des Lucioles au Parc des Expositions d'Abidjan. C'est bien cela à l'occasion du SILA? C'est ça, je suis aussi là toute la semaine, donc au stand de La Case des Lucioles. Il est disponible en exclusivité sur le SILA et après dans les librairies. Donc c'est vraiment le début de cette nouvelle édition. Adultes et enfants aujourd'hui ont un rapport très difficile avec le livre, avec la lecture. On est beaucoup plus porté vers l'écran, vers le smartphone, vers l'ordinateur, la tablette. Qu'est-ce que vous dites pour raviver la flamme de la lecture? Je dirais tout simplement que la lecture, c'est un moyen de divertissement comme un autre. Et on ne dit pas souvent aux jeunes que lire un livre, c'est prendre plaisir. La lecture est souvent associée à l'école, aux examens, etc. Et il faut redonner le goût de la lecture par les histoires, par le goût des sentiments, des évocations qu'une bonne histoire peut évoquer. Bien sûr. Merci infiniment, Nassimon Fallet. Merci à vous. Découverte RFI 2024 avec Ces soleils ardents, votre tout premier livre. On espère vous retrouver encore sur ce plateau et dans bien d'autres avec d'autres livres. Merci et toutes nos félicitations. Et puis, dans l'actualité hors de nos frontières, en Nouvelle-Calédonie, les tensions sont très vives après que l'Assemblée nationale ait adopté à son tour, après le Sénat, la révision constitutionnelle réformant le corps électoral du scrutin provincial de ce territoire français. Au moins 3 personnes sont mortes dans des violences. Un gendarme mobile grièvement blessé par balle est mort cet après-midi. Le président
français Emmanuel Macron a rappelé la nécessité d'une reprise du dialogue politique et a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'inviter rapidement les délégations calédoniennes à Paris. En Slovaquie, le Premier ministre, lui, a été blessé par balle aujourd'hui même alors qu'il sortait d'un conseil de ministres. Selon son gouvernement, Robert Fico se trouve entre la vie et la mort. C'est une tentative d'assassinat. Selon le communiqué du gouvernement, le tireur présumé, lui, a été arrêté par la police. Son acte a suscité de vives émotions en Europe. Plusieurs dirigeants ont condamné ce qu'ils qualifient d'acte ignoble. Et c'est sur cette dernière actualité que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain, si Dieu le veut.